Ce matin, j'ai la rage. En allant au lycée, je me suis retrouvée à vivre cette scène, si banale. Voilà, c'est ça. 52-63, TDM 92. Allô, Martine, mais c'est quoi ce cirque-là? J'attends un email depuis ce matin. Je te dis, tu vas prendre toi 0, tu l'invites au restaurant. Oui, c'est comme ça le packaging. Au café, Monter sur Micro, c'est ça, Pentium 3. voilà, c'est sûr, vous êtes dans les fêtes. Mais il n'y a rien. Bah, attends, mais j'ai rien reçu. Bon, écoute, il faut que tu appelles Ce soir, si vous signez, ça fait 3% de réduction. Non, mais parce que si jamais elle nous propose la même Et logiciel Victoria. 3, TDM 92, c'est un Mercedes bleu. Oui, mon adjudant. Très bien. Oui. Je ne veux pas d'une vie basée sur la recherche de l'argent et du sexe. Mes rêves ne sont pas en 2 dimensions. Sexe en abscisse, argent en ordonnée, richesse et pauvreté, sexe et pas d'amour, amour et pas de sexe, etc. Mes amis sont déjà tombés dans le piège. J'ai plus vraiment de rêve. Enfin, ça c'était vraiment quand j'étais plus jeune. Enfin, pour moi, on a vraiment besoin d'argent, en tout cas, pour mener la vie dont on rêve. Je pense sincèrement que si tu as de l'argent, tu peux tout avoir. Mon rêve pour l'avenir, manquer de rien. Je pense que ce serait la phrase clé, manquer de rien et pas avoir à toujours se poser des questions sur comment on va faire, à devoir faire des compromis. Et voilà, je peux pas me permettre de vivre ma vie sans du tout prendre en compte l'argent et ce que j'en ferai. Ce que je voudrais faire, c'est essayer de gérer un fonds de commerce, c'est-à-dire que les gens me confieraient leur argent que je placerais éventuellement en leur garantissant un certain pourcentage de revenus en plus contre une petite commission, entre guillemets, qui serait en fait mon salaire. The dream of man, the long, impossible dream to Vous, reach out to the moon, les adultes, is coming true. vous êtes nés avec des rêves de conquérants. To the Eurovision Network, to London, Paris, Rome, West Germany, Scandinavia. Et c'est en 1969, 69, année érotique, que pour la première fois, l'homme a atteint la Lune. Okay. We see that one went all the way in. Okay. L'on peut bien sûr s'étonner que les Américains n'y soient pas retournés depuis plus de 30 ans. Mais des experts internationaux avancent 2 explications. Primo, le sous-sol lunaire ne renfermerait pas de pétrole. Secondo, il serait absurde de vouloir à tout prix et par la force imposer une démocratie parlementaire sur une planète inhabitée. Mais vos rêves à vous, adultes, sont dépassés et même destructeurs. Tout ce qui concerne l'espace, de la vie ailleurs, les planètes, le ciel, moi ça m'intéresse pas vraiment. Enfin, pour l'instant, on a mieux à faire que d'aller marcher sur la Lune. Qu'avez-vous fait depuis 30 ans? Déjà, en 1992, une jeune fille canadienne de mon âge vous interpellait à l'ONU. Elle disait
Je suis ici pour parler au nom de toutes les générations à venir. Je suis ici pour parler au nom des enfants affamés à travers le monde, dont les cris ne sont pas entendus. Vous décidez dans quel monde nous allons grandir. Eh bien, ce que vous faites me fait pleurer la nuit. Oui, ce que vous faites me fait pleurer la nuit. Avant la fin du siècle, cette exploitation sans mesure aura épuisé la quasi-totalité des réserves de la planète. Je me bats pour mon futur. Perdre mon futur n'est pas pareil que de perdre des élections ou quelques points à la bourse. Vous, les parents, vous croyez encore aux rêves que vous font miroiter les politiciens. Le rêve européen s'est rétréci quand s'est brisé le rêve qui jeta jadis les chevaliers de toute l'Europe sur les routes de l'Orient. Le rêve qui fut le rêve de Bonaparte en Égypte, de Napoléon III en Algérie, de Lyautey au Maroc. Mon rêve, c'est que l'Europe contribue à la survie de l'humanité. Mon rêve européen, c'est la réconciliation, ça c'est mon rêve. Mon rêve est que l'Europe soit plus forte. Moi, je rêve d'une Europe qui soit la loi du plus juste et pas la loi du plus fort. My European dream is of a Europe which is strong. Je vous demande de faire le rêve que le peuple français tout entier se lève pour que la fraternité ne soit plus seulement un mot. Voilà mon rêve. Vous, les adultes, votre génération est restée sur les rêves du siècle dernier. D'ailleurs, qu'avez-vous fait des rêves des grands visionnaires? Et que faites-vous de nos rêves d'enfants? I have a dream. I have a dream. I have a dream today. I have a dream. Moi, enfant de Belgique, mon rêve c'est qu'il n'y a plus de guerre dans le monde. Moi, enfant du Mali, je rêve d'être gynécologue. Moi, enfant de Belgique, mon rêve c'est de sauver le monde. Moi, enfant du Mali, mon rêve c'est docteur. Dans mon pays, nous faisons tant de gaspillage. Nous achetons et nous jetons. Nous achetons et nous jetons. Mais les pays du Nord ne partagent pas avec ceux qui sont dans le besoin. Même quand nous avons plus que suffisamment, nous avons peur de partager. Je ne peux plus entrer dans un magasin de jouets. Tous ces objets polluent notre planète. Ils appauvrissent notre imaginaire. Les marchands ont kidnappé nos rêves d'enfants. Si tous les enfants aiment, ils vont s'identifier un peu à elles, on les utilise pour, quelque part, pour diriger un peu les envies des enfants, je trouve. Tu te souviens, Léonard, des Power Rangers? J'étais très fan des Power Rangers. Je trouvais ça assez sympa, surtout qu'ils luttaient contre des monstres. Alors, ouais, c'était assez rigolo. Ouais. D'ailleurs, j'ai eu un petit costume en maternelle du Power Ranger vert, donc j'étais très fier. Depuis ton enfance,
Léonard, l'imaginaire des enfants s'est encore réduit. Les garçons n'ont plus qu'un seul modèle. Et les filles aussi. Enfin, on avait toutes à peu près le même rêve. Et alors d'aujourd'hui, on est toutes, on n'y pense même plus. Au collège, c'est vrai qu'on prend assez vite conscience que si on veut éviter quelques moqueries, il faut qu'on rentre dans le moule et qu'on porte certains habits, qu'on ne soit pas trop différent en fait de la masse. Ce modèle des pays bienheureux est devenu un rêve universel, propagé par tous les téléviseurs du monde. Même ici à Pékin, les pavillons standardisés ont effacé les pagodes. L'automobile est devenu le symbole des sociétés du bien-être et du progrès. Si ce modèle était suivi par tous, la planète compterait non plus 900 millions de véhicules, mais 5 milliards. Tout s'accélère. À mon âge, où nous rêvons de bâtir le futur, les jeux vidéo nous imposent sournoisement votre vision du monde. Alors oui, vous mettez un peu de... Oh, j'en ai pris plein là. SimCity, ce jeu qui place le joueur dans la peau d'un maire d'une grande ville. Les pédagogues le présentent comme très formateur. Mais formateur de quoi? Design, build, and run the city of your dreams. SimCity 4. Rated E for everyone. Le schéma de la ville n'a rien de neutre. Une seule stratégie est possible. Attirer les riches. Et pour les attirer, le jeu m'explique clairement que je dois baisser les impôts. En cas de déficit, un message me conseille. Coupe les budgets sociaux, coupe l'école. Ce modèle social est un cauchemar. Forcément, l'insécurité se développe. Et il n'y a qu'une réponse suggérée. Ce point de vue sur le monde, ce n'est pas le mien. Voilà ce que sont devenus les rêves de votre génération. Ils oscillent entre peur et sécurité. Résultat des courses. L'espace est devenu une poubelle. Ceux qui n'y passent sont posés un grave problème de conscience. Qui va la descendre? Et vous nous demandez d'avoir confiance? À l'heure actuelle, avoir un enfant, c'est peut-être un peu égoïste. Si ça s'aggrave ou ça s'empire, je me vois pas avoir un enfant. Tous les films de science-fiction anticipent une planète totalement détruite. Il est vraiment temps de changer de rêve. En cherchant sur Internet, je découvre des scientifiques qui parlent d'exemples avérés où le rêve est un constructeur d'avenir. Un véritable moteur pour l'évolution humaine.
le plus bel exemple, c'est comment les premiers hommes sont arrivés en Australie. Qu'est-ce qui a fait qu'il y a 70 000 ans, des hommes sont allés en Australie? On ne peut pas aller en Australie à pied sec. Même quand le niveau des mers est au plus bas pendant les périodes glaciaires, il y a 80 km de bras de mer à traverser. Donc c'est au-delà de l'horizon. Ils n'ont pas été poussés par la famine. Ils n'ont pas été poussés par la pression démographique. C'est parce qu'ils avaient un rêve, une représentation du monde. Ce rêve, donc, va faire que là, ils vont construire des bateaux et oser aller au-delà de l'horizon. Et parce qu'ils avaient ce rêve, ils vont devenir les aborigènes. Et c'est tellement beau que, comme vous savez, les textes fondateurs des aborigènes, ça s'appelle le temps du rêve. Le professeur Michel Jouvet, spécialiste du sommeil et découvreur du sommeil paradoxal, connaît bien cette culture basée sur les rêves constructeurs. Et tous les ethnologistes, tous les anthropologues qui ont étudié le début de toutes les civilisations trouvent toujours au début l'histoire que l'âme quitte le dormeur pendant le rêve. Le rêve, c'est quelque chose qui va quitter votre tête, que vous allez pouvoir le prendre dans ses filets. Donc, étudier la physiologie du rêve, c'est étudier la physiologie du sacré. Donc, les plus belles réalisations de l'humanité, c'est justement ce qu'on appelle les projets, les rêves, les utopies. Et de croire que les technologies seules permettent de répondre, non. Le progrès, pour reprendre les débats actuels, ne sont progrès qu'à partir du moment où les techniques et les solutions que nous mettons en place sont au service d'un projet. Autre exemple extraordinaire. Pourquoi l'homme de Néandertal a disparu? J'aime beaucoup l'homme de Néandertal, qui était un homme extrêmement formidable. Mais nous avons eu un rêve encore plus grand, qui nous a amenés à aller sur des continents où jamais aucun mammifère n'était allé. Moi, je connais un gros rêveur, mon chat. Depuis les travaux de Michel Jouvet, on sait que, durant son sommeil, le fœtus du chat prépare toute sa vie d'adulte. Quelle est la seule explication que vous pouvez trouver? Votre corps ne bouge pas. Vous êtes sûr que vous avez volé. Donc, notre corps est fabriqué de quelque chose de matériel qui dort. Et il y a quelque chose d'autre qui quitte la tête et qui va se promener. Mon chat, quand il quitte sa tête, je ne sais pas dans quelle dimension il va se promener. Moi, je m'envole vers Flatland, un univers où j'oublie tous vos flat dreams. Flatland a été écrit en 1884 par un Anglais nommé Edwin Abbott. Flatland est comme une immense feuille de papier, où des personnages se déplacent en glissant. Imagine un monde en 2 dimensions seulement, sur lequel évoluent librement des triangles, des carrés, des pentagones. Configuration makes the man. Get to your squaricle! Now! You're only a square. Thanks, brother. Ils ne savent rien de notre monde en 3 dimensions. Such a notion is, of course, absurd and furthermore illegal. But that's all about to change. Where did you come from? I come from space, the 3rd dimension. No! You're not serious. Based on the beloved novel by Edwin A. Abbott. Tonight our world faces a grave threat. What exactly is a dimension? Matt,
Mathematics, reason, and imagination will help reveal the truth. Flatland, the movie. La troisième dimension est une réalité. Pour Abbott, cette troisième dimension symbolisait toute la profondeur de l'être humain, son épaisseur. Aujourd'hui, il faut rêver très fort pour que cette dimension existe. Dans ma vie, j'ai rêvé de voir de grands troupeaux sauvages, des jungles, des forêts tropicales pleines d'oiseaux et de papillons. Mais aujourd'hui, je me demande si ces forêts existeront toujours pour que mes enfants puissent les voir. Aviez-vous à vous préoccuper de ces questions lorsque vous aviez mon âge? À votre époque, vous avez cru dans une science toute puissante. Il n'y avait aucune limite au progrès technique. Quand j'étais petite et que j'allais au musée des arts et métiers, j'étais à la fois fascinée et en même temps j'avais peur. Les réalisations d'aujourd'hui sont le résultat de vos rêves d'hier. À la fin du XIXe siècle, l'innovation la plus prodigieuse, la plus porteuse de rêves et d'espoir, était la fée électricité qui chasse l'obscurité. La tour Eiffel, symbole de ce monde nouveau, était réduite à l'essentiel, comme les mathématiques qui cherchent la forme pure, la structure même du raisonnement. L'histoire a retenu le grand Einstein. Moi, j'aime surtout son précurseur, Henri Poincaré, car ce savant valorisait la question plutôt que la réponse. À cette époque, bien des scientifiques pensaient que les découvertes étaient quasiment terminées. Le physicien Poincaré remet en question des concepts qui semblaient familiers mais qui se sont révélés faux. Il remet en cause le modèle mécaniste du monde. Il bouleverse le cadre de la physique. Ses travaux sur 3 corps, qui s'attirent mutuellement, donneront naissance à notre théorie du chaos, l'une des plus importantes du XXe siècle. L'ordre caché du monde se trouve-t-il dans notre tête? L'observateur influence-t-il le résultat de ses observations? Plus Henri Poincaré avance, plus la pensée devient l'objet même de sa pensée. Son travail de scientifique le conduit naturellement à devenir philosophe. Ce qui m'ennuie au lycée, c'est qu'il nous abreuve de réponses et il n'y a aucune place pour les questions. Or, pour moi, parce que me semble moins important que pourquoi. Pourquoi pas, bien malin qui le dira. Pourquoi pas, bien malin qui le dira. Je me rends à l'Académie des sciences. Je vais y rencontrer un physicien, Yves Quéré. Ce que j'ai entendu de lui me plaît. Toute la science se fonde sur la phrase « je ne sais pas » et non pas du tout sur « je sais ». Le savant n'est pas du tout celui qui sait, mais c'est celui qui ne sait pas. Mais au moins, sait-il qu'il ne sait pas. Et c'est pour ça qu'il cherche. J'ai envie de l'interroger sur la 4e dimension, que Poincaré avait associée au temps. Il me semble qu'il y a une dimension qui n'est pas une métaphore, qui est, comme vous l'avez dit, le temps. Et si déjà on se contentait, en effet, d'ouvrir les enfants très tôt au concept du temps, ça serait déjà un grand progrès. Le temps, évidemment, en 2 parties, c'est-à-dire le passé, et ouvrir l'enfant très tôt
à la notion d'évolution au sens très large, l'évolution de l'espace, l'évolution de la Terre, l'évolution de la vie. Ça serait déjà magnifique qu'on fasse rêver les enfants sur des fossiles, sur des images de galaxies qui datent, pas l'image est actuelle, mais la galaxie, elle date de 14 milliards d'années, etc. Donc cette plongée dans le passé est quelque chose d'absolument fascinant, et je remarque que beaucoup de nos contemporains n'y pensent pas du tout. Beaucoup ne savent pas du tout ce que c'est qu'un fossile, par exemple. Dire, mais cet animal, il a vécu il y a 200 millions d'années, il a eu sa vie, il a eu sa naissance, il a eu sa mort, et il est là devant moi, d'une certaine façon. Donc il y a toute une réflexion très, très, très forte, je crois, sur le passé. Passé, présent, futur. Nous n'avons jamais eu autant d'outils technologiques pour voir notre monde différemment. Quand on projette à partir du pôle Nord, les méridiens deviennent des rayons issus du pôle Sud et les parallèles deviennent des cercles concentriques. Les mathématiciens qui ont réalisé ces films pédagogiques nous donnent d'autres points de vue sur le monde et sur nous-mêmes, pour nous émerveiller à nouveau. Votre idée d'avoir un double point de vue est extrêmement importante et que nous soyons toujours à l'écoute des autres points de vue me semble fondamental. Je pense à un cas auquel on ne pense pas forcément toujours, qui est celui tout simplement de l'enseignement. On voit dans l'enseignement un monsieur ou une dame, le professeur, qui enseigne. Il est d'un côté de la chaire, et puis de l'autre côté des disciples, des enfants, des adultes, peu importe, qui écoutent. Donc là, on n'a qu'un point de vue, apparemment, c'est celui du professeur qui parle. Mais je crois que ceci est tout à fait insuffisant. Le professeur qui parle, le maître qui s'adresse à ses disciples, il doit à chaque instant, se mettre dans le point de vue de l'autre. C'est-à-dire qu'il doit à chaque instant, par la pensée, se mettre assis sur les bancs d'en face et écouter ce qu'il dit. Et par conséquent, faire que, ça n'est qu'un exemple, mais que l'enseignement soit dual, deux points de vue. Et ça, j'adhère totalement à ce que vous dites sur la nécessité d'avoir des points de vue divers sur les situations qui nous entourent, c'est évident. L'enseignement, déjà dans les années 1960, Einstein déplorait que la spécialisation vient trop tôt dans la vie des jeunes. Dans mon parcours, je n'ai jamais cru ceux qui brisaient mes rêves. On a plein d'envies, plein de projets, et en réduisant notre formation comme ça, je pense qu'on brise un peu nos rêves. Une espèce de normalisation fait que nous sommes en train, souvent autour de nous, de tuer des rêves qui sont en train de naître. C'est vrai que l'école nous forme dans le but de rentrer, entre guillemets, dans le moule de la société d'aujourd'hui. Moi, j'en veux encore à Napoléon III, qui, dans les années 1850 et quelques, a séparé le bac littéraire et le bac scientifique. C'est idiot. J'enrage quand je vois des littéraires qui me disent « Oh, moi, je comprends rien aux maths et tout, alors que les maths, c'est rigolo comme tout, et c'est simple. » Et des scientifiques qui ne sont pas capables d'écrire une phrase de français sans faire 18 fautes en 3 lignes. La science, pour moi, c'est la même chose, on parlait de rêve, d'imagination, c'est la même chose que l'art. Ici, nous avons un théâtre, il y a des danseurs, des chanteurs d'opéra, des musiciens. Ces gens-là sont des gens qui travaillent beaucoup. Ils acquièrent une technique très lourde. Il leur faut des années pour acquérir la technique. Eh bien, mais ce qui compte au départ, c'est l'imagination, c'est une manière de voir le monde, c'est l'enthousiasme. C'est la même chose en science. Et le défaut de la science, c'est qu'on présente la technique et non pas à quoi ça sert. C'est un peu comme si le danseur venait en disant « Voyez, moi, quand je viens là, alors je fais 3 pas, puis là je retourne, puis là je replie le bras. » Tout le monde dormirait profondément au bout d'un quart d'heure. Bon, c'est comme les musiciens disent « Voyez, je fais ça. » Dès l'école primaire, nous constatons un lien fondamental, un lien d'essence même, je dirais, entre science et langage.
donc entre science et lettres, si vous voulez. Et cette séparation est d'une certaine façon factice, et il est clair que si on va plus loin dans les études, c'est-à-dire qu'on prend des élèves de lycée, voire d'université, il est extrêmement fréquent que les bons en lettres soient aussi bons en sciences, et réciproquement. Donc il y a là une séparation qui en fait ne repose sur rien de très sérieux. Et la science a une dimension technique. Pour avoir des applications, la connaissance, ça c'est fondamental, c'est important. Mais aussi une dimension culturelle. J'enrage toujours quand je vois des gens qui vont voter aux élections pour des questions importantes, comme le réchauffement climatique, comme la couche d'ozone, et dont les connaissances de physique datent du XVIIe siècle. Pourquoi pas, bien malin qui le dira. Pourquoi pas, bien malin qui le dira. En effet, d'après des experts internationaux, le poisson surgelé n'existerait pas à l'état naturel. On a trop voulu faire de science ou enseigner la science par les moyens et non pas par les buts. Et c'est-à-dire qu'on fait de la technique, on mange des exercices, mais au bout d'un moment, ils vous disent à quoi ça sert. Oui, à quoi ça sert? C'est par cette question qu'il faut commencer. Pour faire à nouveau briller les yeux des enfants, 3 scientifiques de l'Académie des sciences ont créé la main à la pâte. Georges Charpak, prix Nobel, bien connu, Pierre Léna, astrophysicien, et moi-même, nous avons appris que la science avait quasiment disparu dans l'école primaire en France. 3% des classes faisaient encore de la science, un peu, beaucoup, en tout cas de la science. Ça veut dire que 97% environ des enfants n'étaient plus du tout confrontés à la science à l'école primaire. Ceci nous a semblé tout à fait anormal. Non pas tant pour se dire « Ah, il faut que ces petits Français sachent tous de la science pour devenir tous des scientifiques ou des ingénieurs », bien sûr que non. Mais tout simplement parce que la science, c'est notre environnement naturel, c'est d'abord la connaissance du monde qui nous entoure. Ce sont des interrogations immémoriales que l'homme doit se poser, et dès l'enfance. Donc il nous semblait tout à fait normal que l'enfant soit confronté tout de suite à ces grandes questions. Pourquoi pas, bien malin qui le dira. Pourquoi pas, bien malin qui le dira. Donc, nous avons proposé au ministre de l'Éducation nationale de l'époque de lancer une expérience que nous avons appelée la main à la pâte, où la science serait présentée aux enfants de façon extrêmement concrète. J'en vois. C'est quoi ça? Vers de terre, ça? Non. C'est quoi ça? C'est une racine. Bah tenez, si vous voulez les compter, vous les mettez dans la boîte. Et là, qu'est-ce qu'on trouve aujourd'hui? 10 vers de terre, et puis qu'est-ce qu'on voit là? 10 plantes. Est-ce que les vers de terre ont empêché les grains de blé de se développer alors? Non, ils ne les ont pas mangés, ils ne les ont même pas ennuyés. Il n'y aurait pas de science dans l'histoire humaine s'il n'y avait pas ce moteur étonnant qui est en nous, la curiosité. J'en vois un qui a tiré la langue. Ah bon? Mais c'est qu'il y a une différence entre voir et regarder. La différence, c'est notre capacité d'attention. Et justement, le regard de l'enfant, l'intensité de son regard, c'est un regard de nouveauté. Trop souvent, l'adulte regarde le monde d'un air blasé. Ils sont en train de s'en mêler. Eh bien, le regard de la curiosité, c'est justement celui qui va regarder le monde vraiment, au lieu de le voir superficiellement. Ce regard en profondeur, je le perçois dans les œuvres de Escher, un artiste néerlandais du XXe siècle. Il était passé maître dans l'art de dessiner des pavages incroyables. L'une de ses gravures les plus célèbres représente des reptiles dessinés dans un plan, qui parviennent à échapper de la feuille de papier et contemplent leurs conditions d'animaux pleins. Les mathématiciens qui ont réalisé ces films pédagogiques expliquent. Nous allons tenter d'expliquer à des êtres plats, c'est-à-dire des êtres vivant dans un plan,
l'existence de la troisième dimension qui nous est si familière. Imaginons donc que l'un de ces lézards parvienne à échapper à sa pauvre condition plate et monte sur un promontoire pour observer son monde. Comment pourrait-il expliquer à ses collègues l'existence d'objets de dimension 3 ? Pourquoi pas, bien malin qui le dira. Pourquoi pas, bien Les enfants peuvent parfaitement se faire une idée du monde qui les entoure. Ils font des hypothèses, il faut les laisser librement, liberté totale de l'esprit pour imaginer. Et l'expérience doit finalement donner la réponse à la question posée. Vous avez une bouteille dans laquelle j'ai enlevé le fond, et puis vous avez un petit bateau. Tu mets le bateau, tu le mets à la surface, voilà, et tu enfonces la bouteille et regardez bien ce qui se passe. L'eau, elle est dans l'eau avec de l'air comme un sous-marin. Il flotte. Ah, et où est-il le bateau? Sur la bouteille. Est-ce qu'il est toujours à la surface de l'eau? Oui. Oui, mais où elle est la surface de l'eau? La bouteille, elle est dans la bouteille et il y a de l'eau en bas. Il y a de l'eau en bas. Ouais, et... Remonte pour voir la bouteille. Regarde où il va le bateau. Ah, c'est accroché. Allez, essaie de nouveau, Teddy, à toi pour voir. Ah ben on va voir. Où il est allé le bateau? Au fond de l'eau. Il est allé au fond de l'eau. Dedans, il y a de l'air. Et si de la même façon, un volume traversait le plan des lézards, que verrait-il? Les animaux plats voient un triangle vert qui apparaît soudainement et qui diminue progressivement. Ils ne voient que ceci, puisque leurs sens ne leur permettent pas d'avoir conscience de quoi que ce soit d'extérieur au plan. Il y a toujours de l'air dans la bouteille, hein. Puisque tu l'as ouverte, l'air est rentré. Qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce qu'il y a dans la bouteille? De l'eau. En haut, dans la bouteille d'en haut. Donc peut-être que finalement, on avait peut-être pas... Dans cet échange, on a surtout besoin de raisonner. Les arguments ne tiennent que parce que la raison va être là pour les guider, les valider, les infirmer. C'est-à-dire que sans intuition, il n'y a pas de raison, et sans raison, il n'y a pas d'intuition. C'est juste tout à l'heure, le raisonnement rationnel tout seul conduit au pire massacre dans l'humanité. Et ce qui en fait sa beauté, c'est parce qu'il y a la complémentarité du reste. Alors, avec votre intuition, essayez de deviner ce qui est en train de traverser le plan. C'est un cube. Bien sûr, il faut bien comprendre que ces reptiles plats n'ont pas la même vision que nous. Ils ne voient ces polygones verts que par la tranche. Et il leur faut développer une vision dans la profondeur. C'est dire combien il nous faudrait, à nous humains, d'imagination pour appréhender la 4e dimension. Ce que j'aime dans Flatland, c'est l'analogie si bien décrite entre ces êtres plats et nous humains. Et, dernier point, essentiel finalement, la rédaction, c'est-à-dire le lien qui s'établit tout naturellement entre science et langage. La rédaction de ce qu'ils viennent de vivre concrètement et les mots à utiliser, la richesse du langage qui se précise, la grammaire, la causalité par exemple dans la phrase qui est très importante, qui est profondément aidée par une réflexion scientifique. C'est peut-être environ 40% des classes qui maintenant refont de la science, à comparer aux 3% de tout à l'heure. Donc le résultat est relativement satisfaisant. Les sciences sont revenues à l'école primaire, maternelle et primaire. Mais le verre est à moitié vide aussi, puisque plus que la majorité des classes qui ne font toujours pas de science et qui résistent à faire de la science
pour des raisons diverses, mais très souvent, l'idée, c'est que la science, c'est trop difficile. Monsieur, entendons-nous, de la part des professeurs d'école, qui sont très bons par ailleurs, monsieur, c'est trop difficile pour moi. Je ne saurais peut-être pas répondre à des questions. Alors nous leur disons, mais si vous ne savez pas répondre, vous direz, je ne sais pas. C'est le fondement même de la science. Ce qui est dans les livres, ce n'est pas les questions, c'est les réponses. Provisoires, peut-être, que la science a construites. La science est fondée sur la phrase « je ne sais pas », à condition peut-être d'ajouter « mais je voudrais savoir ». Mais le point de départ de la science, c'est « je ne sais pas », c'est pas « je sais ». La science, je l'ai dit déjà, ce sont des questions. Pourquoi pas, bien malin qui le dira. C'est justement une question très étrange que s'est posée Ludwig Schlafly au XIXe siècle. Ce visionnaire fut l'un des premiers à prendre conscience qu'un espace à 4 dimensions existe bien. 50 ans avant la découverte de la théorie générale de la relativité. L'important est de se préparer à faire abstraction du monde auquel nous sommes habitués et à imaginer un monde auquel nos yeux et nos sens ne nous donnent pas directement accès. Contempler ce qu'il nous reste peut nous aider à accepter ce nouveau défi et nous convaincre. Pour moi, le vrai défi de ma génération sera de percevoir cette 4e dimension. J'imagine que c'est là que se trouvent des rêves capables de construire un vrai futur. Une première méthode pour comprendre est de procéder par analogie. Voici un segment, puis un triangle équilatéral. Et enfin, un tétraèdre régulier. Notre tableau magique nous permet de le dessiner dans l'espace. Comment continuer la série en dimension 4 ? On peut observer que le segment, le triangle, le tétraèdre ont 2, 3 et 4 sommets respectivement. On peut donc essayer de continuer avec 5 sommets. Pourquoi pas, bien malin qui le dira. Pourquoi pas, bien malin qui le dira. Voilà, notre objet quadridimensionnel est construit. Baptisons-le simplex. Bien sûr, il faut imaginer que le simplex tourne dans un espace de dimension 4 et que ce que vous voyez n'est que la projection sur le tableau. Ce qui complique un peu les choses, c'est que les faces s'en mêlent et se croisent. Et oui, il faut un peu d'expérience pour voir en dimension 4. Je passe des heures à visualiser ces objets. J'aime les pages blanches que me soulèvent ces questions. La science nous ouvre de plus en plus, chaque jour, des pages blanches. Un exemple minuscule, mais merveilleux, c'est la découverte récente des exoplanètes. Vous savez, les exoplanètes, ce sont ces planètes dont on espérait l'existence, dont on a pendant des millénaires rêvé. Ça a été une découverte extraordinaire en 1995. Bon, eh bien, on découvre ces exoplanètes. Mais ce qui est passionnant, c'est qu'à peine a-t-on augmenté la connaissance humaine à ce moment-là, eh bien, on s'aperçoit, page blanche, que tout d'un coup, tout ce que nous croyons savoir sur les systèmes planétaires, eh bien, tout ça s'effondre. Car la première exoplanète qu'on découvre est énorme et elle est tout près de son Soleil, ce qui est contraire à nos idées. Voilà un exemple parmi des centaines où l'augmentation de la connaissance s'accompagne immédiatement d'une augmentation de notre méconnaissance. Nous pensions savoir et tout d'un coup, patatras, il faut se remettre au travail. Alors, devinez ce qui va traverser notre espace à 3 dimensions ? Mon prof de maths dit « Les modèles sont remis en cause par de nouvelles questions. » Cette dynamique, question, réponse, caractérise l'esprit scientifique. Bon, la loi de la gravitation universelle, elle est mise en évidence par ses effets.
Maintenant, aujourd'hui, on ne sait toujours pas ce qui est la cause de la loi de la gravitation universelle. Ce sont des recherches actuelles en physique. Enfin, tu me corriges si je dis une bêtise. La nature de la gravitation est totalement inconnue. Voilà, c'est ça. Je veux dire, quand j'étais petit, on m'a dit c'est une attraction à distance. Alors j'ai dit non, j'y crois pas. Les galaxies se téléphonent pas, dire je fais telle distance, je fais le carré du rayon, c'est pas possible. Alors quand j'étais plus grand, on m'a dit non, la gravitation, tu tends une toile à matelas et toi on t'accroche au plafond et puis tu lâches une bille qui est lumineuse et donc ça va tout droit. Ça c'est Galilée. Puis un peu plus tard, on m'a dit non, c'est pas ça, c'est tu fais du bateau sur un lac et quand deux bateaux se croisent, tu t'envoies des sacs de sable. C'est une graviton, etc. Autrement dit, ça veut dire qu'on n'y comprend rien. Hein. Ça vous montre bien, j'insiste là-dessus, c'est qu'un modèle en science est un outil. Si vous voulez savoir demain où sera Jupiter le 14 février 2533, les modèles des épiciques vous le disent. Or, ce modèle est totalement faux. La Terre n'est pas au centre de l'univers. Et le modèle vous dit pourquoi. Et quand vous comprenez qu'un modèle est un outil et en aucun cas n'est sens de la réalité, vous avez fait un petit progrès. Et le gamin qui ne sait pas résoudre l'équation mais qui a compris ça, c'est gagné. Ce que je retiens de toutes ces rencontres, c'est que la science ne pourra faire rêver que si elle garde la nature humaine au cœur de ses préoccupations. La vie, ce miracle dans l'univers, est arrivé il y a presque 4 milliards d'années. Et nous les hommes, il y a seulement 200 000 ans. Il y a un acteur qu'il ne faut jamais oublier parce que c'est l'acteur essentiel. C'est la nature. C'est le monde qui nous entoure. Et on ne saurait mettre cet acteur dans la coulisse. C'est donc une pédagogie à trois. Le maître, l'élève et la nature. Mais c'est elle qui mène le jeu. Je ne suis encore qu'une enfant, et pourtant je sais que nous sommes tous concernés par ce problème, que nous devrions agir comme un seul monde tourné vers un seul but. On dit environnement. Voilà un problème central pour l'humanité. Eh bien, c'est autour de l'unité de ces savoirs que peuvent se construire des réponses. Je croyais à l'abondance. Et pour finir, je découvre la rareté. Je ne suis pas né écologiste, je le suis devenu. Le modèle économique dominant n'est plus la solution, mais bien le problème. Je suis un enfant aussi, moi, de cette société de consommation. Je dois avancer pas à pas vers plus de cohérence. Jusqu'où suis-je prêt vraiment à aller dans le choix, dans le renoncement? Faire le bon choix, c'est pour moi faire les bons rêves. Il y a toute une réflexion très forte, je crois, sur le passé. Et puis il y a évidemment l'avenir, sur lequel nous ne savons rien, la création dans notre langage du temps presque absurde, qu'est le futur. Quand je dis demain je partirai, je n'en sais rien du tout si je partirai. C'est un temps qui a une certaine dose d'absurdité absolue, mais qui fait rêver. Qu'en sera-t-il l'année prochaine? Qu'en sera-t-il dans un siècle? Qu'en sera-t-il dans 3000 ans de notre monde? Il sera en partie ce que nous l'avons fait aujourd'hui. Donc je suis responsable de ce futur, je ne suis pas responsable du passé. Donc il y a cette dissymétrie entre le futur et le passé qui fait que cette quatrième dimension, appelons-la une dimension qui est le temps, déjà si les enfants et puis les adultes en avaient plus conscience, je crois qu'on aurait une vue beaucoup plus épaisse de notre humanité même, de notre présent.
Vous nous apprenez à ne pas nous battre avec autrui, à travailler dur, à respecter les autres, à faire notre lit, à ne pas blesser autrui, à partager sans avarice. Alors pourquoi faites-vous ce que vous dites de ne pas faire? Faites que vos actions reflètent vos mots. Merci. Donc c'est vrai que les animaux, surtout les félins, c'était vraiment c'était on va dire ma passion. Peut-être la seule passion que j'ai eue. Et encore maintenant, tout ce qui concerne les animaux, ça me touche beaucoup. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Ne rêve pas ta vie, mais vis tes rêves. C'est plus facile à dire qu'à faire.